Paul Constant, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter C'est fort la France, un roman paru aux éditions Gallimard en janvier dernier. Un livre qui, comme plusieurs de vos précédents romans, a pour décor l'Afrique, et plus particulièrement Batouri, une colonie française du nord du Cameroun, dans laquelle vous avez passé une partie de votre enfance. Et c'est un livre qui est comme un miroir de votre premier roman, Oregano, paru en 1980, puisque vous reprenez un des personnages d'Oregano et imaginez qu'il, ou plutôt qu'elle, vous écrive pour commenter ce livre qu'elle a lu. S'ensuit alors une confrontation de souvenirs donnant lieu à deux visions différentes de l'Afrique coloniale des années 50. Alors tout d'abord, comment est née l'idée d'écrire ce roman miroir ou peut-être jumeau de votre premier roman, Oregano ? Parce que je me trouvais parler avec un romancier africain, très jeune, qui ne me connaissait pas, et je lui dis, il est donc impossible pour un romancier français, une romancière française, de parler de l'Afrique. Et il était un petit peu d'accord. Et je lui dis, sauf si l'Afrique est vue à travers une femme dont l'action se passe à l'époque, et une femme qui ne parlerait pas d'Afrique, mais qui parlerait que de la France. Parce que ce qu'ont les expatriés de toutes les époques en commun, c'est ne pas voir le pays dans lequel ils sont expatriés. Et j'emploie exprès le mot d'expatrié parce que c'est une connotation qu'on peut encore avoir maintenant, mais de ne voir que le pays qu'ils ont quitté. Et lorsqu'ils reviennent dans leur pays qu'ils ont quitté, d'habitude la métropole, ça peut être n'importe quelle métropole, à ce moment-là ne pas retrouver le pays qu'ils ont fantasmé et au contraire de penser au pays qu'ils ont quitté. Et faisant de ces personnages des personnages fantômes qui n'ont plus de lieu et de vie. Donc j'aurais pu prendre n'importe quel personnage et l'inventer. Et puis dans mes romans, il y a quantité de personnages qui attendent qu'on leur donne une seconde chance. Et j'ai pris le plus petit, le plus ridicule, le plus insignifiant des personnages d'Oregano, une sorte de bonne femme qui n'avait qu'une idée en tête, c'est de bien représenter la France dans un coin d'Afrique, mais qui est absolument inconnu et loin de tout, et un petit personnage un peu ridicule. Et donc j'ai commencé à écrire le livre par une scène éminemment ridicule, où pour l'éblouissement de son boy africain, elle lui mime la taille et les mamelles d'une vache normande. Ce roman est présenté comme un récit où la narratrice, donc, qui utilise la première personne, va rencontrer une de ses lectrices, entamer une discussion ayant pour point de départ Oregano, votre premier roman, qui a réellement existé. Et pourtant, il s'agit d'un roman puisque beaucoup de personnages sont inventés ou transformés. Alors pourquoi ce choix de la forme du récit et de cette ambiguïté entre réalité et fiction ? Alors évidemment, c'est un roman, tout est inventé. Alors, je ne sais plus s'il faut dire que tout est inventé, parce qu'on donne tellement de crédit à ce qui est arrivé que j'ai peur d'enlever du crédit à ce que j'ai raconté. La mort du pasteur, la gangrène gazeuse, les personnages sont ou inventés ou complètement transformés, et même sont à rebours. Le père et la mère d'Oregano ne sont pas du tout le père et la mère de C'est fort la France, etc., etc. Mais c'est une contrainte. Je me suis donné comme objectif de lui donner la forme d'un récit. Et j'y ai tellement bien réussi que tout le monde pense que c'est vraiment mon enfance qu'on raconte et donc que j'ajoute quelques histoires. Et j'ai été contactée récemment par un chercheur qui travaille sur les accidents de vaccination en Afrique et qui me demandait exactement où s'étaient passées ces gangrènes gazeuses. Et il me disait, c'est le chaînon manquant de ma thèse. Et après, je lui ai répondu, il m'a dit, ah oui, mais j'étais donc dans un roman, mais finalement, le roman arrive plus loin dans la vérité ou la réalité des choses. Alors, à travers ce récit, on découvre l'Afrique coloniale des années 50, mais sous un prisme assez différent de ce que l'on a l'habitude de lire sur cette période. Alors, pourquoi ce choix de mettre en lumière ces deux visions, somme toute, assez peu connues ? On verra que ce sont des visions tout à fait parcellaires. L'une parce que c'est un enfant
Donc c'est les souvenirs d'une dame qui raconte ce qu'elle a ressenti enfant. Et ce qu'elle a ressenti enfant, c'est plutôt du côté de l'école, c'est du côté des animaux. Elle n'a pas compris ce qui se passait vraiment. Et l'autre côté parcellaire, c'est cette fameuse Madame Dubois qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe non plus. Elle ne comprend pas ce qui se passe ni du côté de l'hôpital, puisque elle est engluée dans ses réceptions et surtout dans cette image de la France qui l'obsède, une image d'une France parfaite à ses yeux qui l'obsède. Alors, en explorant de la sorte deux visions d'un même monde, on touche du doigt le rapport entre mémoire et réalité et la façon dont la mémoire peut transformer la réalité, en n'en appréhendant justement qu'une partie. Est-ce que finalement la mémoire n'est pas déjà une fiction qui va alimenter celle que crée le romancier? Oui, le roman, il tient là-dessus sur mémoire et réalité. Mais je pense que c'est d'ailleurs la thèse de pas mal de romanciers. À partir du moment où on se raconte, on est déjà dans la fiction, même si on cherche l'exacte réalité. Or, mon but n'était pas du tout de chercher l'exacte réalité. J'ai donné 4 collines à Bathory qui n'existent pas. Et j'ai suivi cette indication de Marguerite Duras qui dit que ce qui a été écrit a été vécu. Et je dis aussi à un moment dans le roman, c'est parce qu'il y a eu un roman Oregano qu'il y a eu ce récit qui est Bathory, qui est Séphore la France, mais celui qui est le plus romanesque, c'est finalement celui qui est le plus proche du récit. Vous voyez, donc c'est une sorte de spirale entre imaginaire et réalité qui est extrêmement plaisant du point de vue de l'écriture et du point de vue du romancier. Et puis ce roman, il raconte des événements dramatiques avec une vraie compassion, une compréhension, mais également avec un humour, pince sans rire, qui est bien présent tout au long du roman. Et vous y écrivez d'ailleurs, le hors-norme de l'Afrique ne peut s'appréhender qu'à travers l'humour. Alors est-ce que cet humour s'impose de lui-même lorsque l'on écrit sur l'Afrique, ou au contraire, est-ce que c'est un travail de chaque instant de réussir à inclure de l'humour par et dans l'écrit ? Alors, je me suis toujours connue humoristique, je le suis dans mes relations habituelles, mais vraiment, c'est dans mes livres, je crois que ce ne sont pas du tout des livres qui se prennent au sérieux. Alors la raison de l'humour, c'est que je pense qu'on peut aller plus loin, on peut dire des choses plus dures. Je dis toujours, on peut retendre l'élastique de la fronde, on peut frapper plus fort. Et puis brusquement, je me suis rendu compte que c'était pas par hasard que j'avais cette sorte d'humour, qui est un humour vraiment africain. C'est que mon enfance, je l'ai passée là-bas et que ce rire permanent, ce rire permanent et aussi cette sorte de dureté, violence et rire vont très très bien ensemble. Et quand je suis avec Alain Mabanckou, quand je suis avec Dany Laferrière, que je suis avec Gaston Poleffa, etc., je me rends compte que nous avons ce rire en commun.